l'équipe Renault comprenait 2 4 chevaux. Une Savane, série Coloral. Un pick-up, série Coloral. Un break, 1000 kg Tropique. Et le camion 5 tonnes à moteur horizontal sous le châssis. Ainsi donc, 6 voitures appartenant à 5 types et emportant à bord conducteurs et passagers vont accomplir cette extraordinaire randonnée Alger-Le Cap qui peut se traduire ainsi. 16 000 km, 32 étapes. Une épreuve sportive sans doute, mais aussi un banc d'essai qui compte. Et maintenant, la grande randonnée commence. Avant de quitter la capitale, les pilotes de l'équipe présentent à Billancourt leur matériel à la direction de la régie Renault qui, très sportivement, n'a pas craint d'engager dans cette gigantesque épreuve des véhicules de tout modèle, même un camion 5 tonnes et les derniers nés de la série Coloral dont la fabrication est à peine commencée. Pimpante et pleine d'ardeur, l'équipe Renault traverse rapidement la France, engourdie par le froid, et se dirige vers Marseille. C'est à Marseille, en effet, à bord du Ville d'Alger, que s'effectue l'embarquement. Happé par les grues, chaque véhicule quitte le sol de France, sous le regard attentif de Lafont, chef technique de l'expédition. La mer traversée, l'Afrique s'offre à nous. La pluie nous accueille à Alger, où nous vivons avec nervosité les derniers préparatifs du départ, tellement nous sommes impatients de nous élancer vers les territoires du Sud, ouverts il y a seulement 50 ans par d'héroïques pionniers, partis à la conquête du Sahara à dos de chameau. Confiante, l'équipe Renault subit avec succès le contrôle sévère des commissaires de l'Automobile Club d'Alger. Garde au sol, chargement, cylindré, tout est réglementaire, et les officiels paraphent les carnets de bord sur lesquels chaque jour les commissaires d'étape noteront nos heures de départ et d'arrivée et la moyenne réalisée. Celle-ci peut atteindre 50 km à l'heure, mais ne peut jamais être inférieure à 35 km à l'heure. Une minute de retard équivaut à 5 points de pénalisation. Toute la valeur sportive de cette épreuve, unique au monde, réside dans un règlement draconien appliqué quelles que soient les circonstances et les difficultés de l'étape. Piste dangereuse et défoncée de la première partie du parcours qui traverse le Sahara, les territoires du Tchad, l'AOF, la Nigeria anglaise et l'AEF. Le départ est enfin donné le 1er janvier, tout près du monument élevé à la mémoire de ceux qui en 1900 sont partis d'ici même pour conquérir le Tchad. C'est l'aventure qui commence. C'est un magnifique rêve d'enfance qui se réalise. À bord, nul ne chante ni ne parle. Chacun se demande, vais-je pouvoir tenir jusqu'au bout? Nous avons pleinement confiance en notre matériel, mais sachant fort bien qu'une telle épreuve n'est jamais gagnée d'avance, nous freinons notre enthousiasme et nous nous taisons. Peut-être aussi pour mieux apprécier cet instant attendu depuis si longtemps. Et les pilotes attentifs au moindre bruit tendent l'oreille. En Oranie, dans les environs de Mascara, tout comme dans la métropole, c'est aussi l'hiver. Ce n'est pas encore ici que nous pourrons coiffer le casque colonial. La route est bonne, mais pas pour longtemps. Alger était un faux départ. C'est ici qu'a lieu le vrai. Ici meurt le bitume et naît la piste. C'est déjà le désert avec sa désolation, ses parpaings, ses pistes défoncées et hostiles sur lesquelles nous avons l'impression de rouler comme sur de la tôle ondulée. Nous dégringolons sur Colombe-Béchar. Colombe-Béchar, ce n'est pas encore le Sahara, mais c'est la porte ouverte sur le désert à toutes les caravanes de nomades venus de Mauritanie ou du Fezzan et qui, durant des mois et des mois, à pied et tirant leurs chameaux, empruntent la séculaire route du sel. 600 km viennent d'être couverts.
Au terme de cette première rencontre avec la piste et des conclusions satisfaisantes qui en découlent, au garage de la compagnie transsaharienne, l'optimisme fait enfin équipe avec nous. Nos véhicules sont capables d'affronter l'Afrique. Nous n'en doutions pas, mais à présent, nous en sommes sûrs. Du sable, de la rocaille ou des touffes d'alpha surgissent parfois des borges, pourpres ou blancs. Capricieuse, la piste nous oblige à regarder le compteur plus souvent que le décor impressionnant qui nous entoure. Souvent, elle s'ingénie à faire tomber dangereusement la moyenne. Les pilotes jurent et pestent avec violence. Les véhicules dansent un pas de fête foraine, roulent et tanguent comme des bateaux ivres, plus enclins à louvoyer qu'à mettre directement le cap sur le point à atteindre. Inquiet sur le sort de la suspension soumise à un tel régime, cet équipage ne résiste pas au désir bien compréhensible de se rendre compte de l'état des lames de ressort. Plus tard, quand ils seront définitivement rodés aux rudesses de la piste, les mêmes pilotes souriront à l'évocation de cette prudente attention et ne s'arrêteront plus qu'à l'arrivée au terme de l'étape. Traîtres sont les oueds souvent meurtris de trous ou hérissés de parpaings, mais le pick-up semble ressentir une joie espiègle à les traverser en soulevant des gerbes d'eau comme des éventails de paillettes. Cette joie, les muchachos la partagent aussi. Surtout quand notre ami l'Esprit, copilote de la savane, leur distribue des oranges. Pour eux, c'est la fête. Et ils voudraient bien, ces gosses du désert, que le rallye passe tous les jours ici. À Beni Abbès, la moyenne est toujours respectée. Le commissaire d'étape n'est autre qu'un capitaine saharien pour qui le rallye est aussi une aubaine. Au bout du reg, enjambant la Saoura, dans un bouquet de palmes, Beni Abbès la Blanche semble surgir d'un studio d'Hollywood. C'est cette image que l'on évoque avec regret le lendemain, sur la piste rocailleuse ou dans le bled immense qui nous entoure, si imposant dans sa simplicité. Les nerfs contractés, là, fourbus, nous atteignons enfin Adrar-la-Rouge. Cette étape ne comporte que 400 km, mais le mauvais état de la piste nous la fait croire interminable. Adrar, capitale saharienne conquise avec audace sur le désert, dresse ses remparts pourpres devant lesquels nous sommes accueillis par un peloton de méharistes. La moyenne maxima de 50 km/h est toujours atteinte. Curieux et étonnés, des indigènes entourent nos véhicules. Notre premier jour de repos a passé vite. Il nous faut prendre congé. Le capitaine commissaire de l'étape et Lagarde, chef de mission, synchronisent leur chronomètre. 5, 4, 3, 2, 1, partez! La vaillante 4 chevaux, qui a étonné ici tous ceux qui connaissent bien les difficultés du parcours, s'élance en direction de Regan. Puis c'est le tour de la savane. Et du pick-up. Sans trop de difficultés, nous arrivons en vue de Regan, le dernier poste saharien avant le Tanezrouft. Cette table et cette chaise si menues dans cette immensité
témoigne bien de l'intérêt que nous manifeste le jeune lieutenant chef de poste. Pour ces exilés du désert, c'est l'occasion de parler de la France et de Paris, de tout ce qui n'est pas comme ici fait seulement de sable et de solitude. La souriante palmeraie de Reagan est la dernière que le voyageur rencontre sur sa route jusqu'au Soudan, encore distant de 1000 km environ. À 4 heures du matin, branle-bas de combat. C'est l'attaque du Tanezrouft. Réveiller les pilotes a été facile, la plupart n'ayant pas fermé l'œil de la nuit tant ils avaient la tête pleine de conseils des plus contradictoires. « 515 km doivent être couverts malgré les ensablements toujours possibles. La crainte de s'égarer, de perdre les traces, se lit sur tous les visages. Se perdre n'est rien, ne pas réaliser la moyenne serait plus grave. Travaux en cours, comme sur les boulevards ou sur nos routes nationales. Mais où sont les travaux et les cantonniers? Alentour, rien pour le confirmer. Cependant, les recommandations n'étaient pas vaines. Que de traces! Comment reconnaître parmi elles le sable mou du sable dur, ce maudit fèche-fèche qui fait s'enfoncer les voitures et patiner les roues? 10 heures consécutives sont nécessaires pour couvrir cette distance. Et c'est enfin Bidon 5, la capitale du pays de la soif. Bidon 5, 5 baraques en tôle, un phare éteint, un puits d'eau salée, une citerne d'eau potable valant 70 francs le litre, tout et rien. Comme on se sent petit et bien loin de la vie que nous menons chez nous. 3 hommes en temps normal constituent toute la population de Bidon 5. 2 militaires, un Normand et un Breton, et un pompiste indigène qui vivent là seuls durant 9 mois de l'année. Après une nuit glaciale, nous partons pour le Soudan et l'AOF. Thessalite n'est qu'à 400 km, mais nous nous souviendrons longtemps de cette étape considérée par tous les concurrents du rallye comme une des plus rigoureuses. Durant des heures, nous nous sommes battus, armés de nos plaques d'envol, contre les ensablements. Sans trop nous en apercevoir, nous avons franchi la frontière du Soudan. Nous n'étions plus dans le Tanezrouft, mais pour nous, c'était toujours le même et rude désert. De Thessalite, nous n'avons qu'un seul souvenir, celui d'un lit de camp, où, malgré sa dureté, il a fait bon dormir. Meurtris encore par l'étape de la veille, nous stoppons à Bourem où le commissaire de l'étape nous reçoit comme si nous terminions une course de vitesse sur un autodrome. Le drapeau officiel à damier s'incline. Encore une étape terminée. Majestueux, le poste se mire dans le Niger. Le pays de la soif n'est plus qu'un souvenir et la savane semble heureuse de s'en assurer durant la rafraîchissante traversée d'un oued en crue qui sépare le poste de l'agglomération.
Tout près, des ménagères indifférentes au rallye lavent du linge, qui sera blanc, mais totalement dépourvu de boutons après un tel traitement. À Gao, où nous fêtons nos 2500 points de bonification maxima, une toute autre ville nous entoure. Celle-ci évoque déjà l'Afrique des cartes postales. Sur la Grand Place, c'est le marché où grouille une foule d'indigènes appartenant à des races et des tribus différentes. Les plus dignes et les plus silencieux sont les Touaregs, drapés dans leur voile bleu. Le grand chic consiste à porter des lunettes de soleil. Ces charmantes peules ne sont pas encore heureusement converties à cette mode. À Niamey, l'équipe Renault est toujours en tête du classement général et continue de soulever sur son passage la curiosité toujours accrue des indigènes et l'enthousiasme des colons. C'est la région des arachides et du coton. Ici, c'est la femme qui travaille, avec grâce d'ailleurs. La frontière de la Nigeria anglaise a été franchie. Nous roulons vers Kano, capitale du coton, mais aussi la plus pittoresque des villes indigènes. Témoin cette mosquée digne de Bagdad et d'un rêve des 1001 nuits. Et dans la fumée des pittoresques foyers en plein air où rôtissent les brochettes de mouton, nous allons reprendre la piste. Et c'est Potiskum, un campement dans la brousse nigérienne où nous passons la nuit. Nous regrettons sincèrement que Potiskum ne soit pas une étape repos. En attendant, il faut travailler et effectuer quelques opérations d'entretien. Au contact de ce fatalisme oriental qui nous irrite parfois et de cette mystérieuse magie noire dont on se moque avec trop de facilité, nous nous surprenons ici à regarder avec plus d'attention les gris-gris des sorciers et à considérer que la vie coloniale a du bon chez les Anglais qui, en pleine brousse, parviennent quand même à vivre avec confort. L'homme et l'esprit apprécient le thé du 5 o'clock. Mais le lendemain, sur la piste, contraste étonnant, on rencontre encore les caravanes qui s'acheminent lentement vers les carrières de sel comme il y a 2000 ans. Le Chari apparaît soudain devant nous. En face, sur l'autre rive, c'est Fort-Lamy et son glorieux passé. Nous utilisons notre premier bac. Lentement, les véhicules prennent place sur ce plancher flottant apparemment fragile.
thermomètre accuse 40 degrés, comme il doit faire bon se baigner. Le commissaire nous le déconseille aussitôt, en raison des crocodiles qui souvent vagabondent dans ces eaux. Dans cette pirogue, le chasseur c'est René Lefebvre, en vacances dans la région, et vedette inattendue pour ce film. Un vol lourd de canards sauvages assombrit l'horizon. En mettant pied à terre à Fort-Lamy, nous avons l'impression de revoir les images qui hantaient notre enfance. Et longtemps du regard, nous avons suivi ce cortège bizarre de femmes arrivant au marché, montées sur des bœufs aux cornes immenses. Sur la place de la mosquée, les éventaires les plus étranges s'offrent à l'envie des élégantes du Tchad. Ici, ce sont des épices, là, des poudres au pouvoir mystérieux. Plus loin, des forgerons changent des lames de ressort en flèches acérées. Marchands de babouches, cordiers aveugles aux masques tragiques, mais aux doigts si agiles, si adroits. De Fort-Lamy à Victoria Falls, l'équipe Renault a choisi l'itinéraire le plus dur, empruntant les chemins de la montagne tropicale et les pistes boueuses du Congo. À la sortie de Fort-Lamy, il nous faut emprunter un autre bac. Le Saint-Onne occupe presque en entier le plateau. Seul camion engagé dans le rallye, il a connu surtout dans le Congo belge de sérieuses difficultés lors des embarquements et débarquements. À cause de son poids, ses pilotes Vautrin et Lafont ont dû bien souvent le décharger pour le recharger sur l'autre rive. Nous sommes les premières voitures à pénétrer dans Benilli, qui par suite des fortes pluies ayant coupé toute voie de communication, n'a pu être alimentée ni secourue pendant plus de 3 mois. Nous sommes en plein centre de la grande chasse. La savane, de plus en plus épaisse, abrite des lions, des éléphants, des buffles. Récemment défoncées par de violentes tornades, les pistes reçoivent les soins de cantonniers vigilants, certes, mais pas assez rapides à notre gré. Et tandis que la moyenne brutalement tombe, nous secondons les nègres dans le transport d'un tronc d'arbre. À Fort-Crampel, nous pénétrons en Oubangui-Chari, où nous ferons étape à Bambari, puis à Bangassou, territoire français. Des bacs durant 15 jours. Nous devons effectuer une moyenne de 4 traversées par jour, assez semblable à celle-ci. Un joueur de tam-tam inlassablement donne la cadence.
Les formalités de douane terminées, nous pénétrons dans le Congo belge. C'est à partir d'ici que commenceront tous nos ennuis. Ces ennuis ne seront jamais d'ordre mécanique, mais la conséquence de la dure saison de pluie que nous devrons subir sur les pistes boueuses et glissantes. Buta, relais rafraîchissant. Un verre de bière pour saluer cet heureux jour. Encore un bac. Mais abrité du soleil, celui-ci. Non, ce n'est pas du camouflage. Et ma parole, remorqué. Nos lames de ressort ne nous ont jamais trahis jusqu'ici, mais les complications commencent. Combien de temps encore pourrons-nous conserver notre première place au classement général? À Stanleyville, avec Le Pan et Pastor, dont je partage la cabine du pick-up, nous sommes fixés sur notre sort. Durant une nouvelle traversée, un commissaire ayant confondu notre voiture avec une autre nous débite de 15 minutes de retard, ce qui nous fait perdre 15 points. Et ce n'est pas pour oublier cette amère déception, mais pour absorber ma ration journalière de quinine que vous me voyez boire ici. Détente à l'hôtel de la Sabena, où nous nous reposons des 6000 km déjà parcourus. Nous profitons de nos loisirs pour aller admirer les pêcheries et les chutes réputées de Stanleyville. Le lendemain, à Nia, nous longeons la forêt tropicale, puis grimpons à l'assaut de cols, atteignant souvent 2000 mètres. À Butembo, un hôtel digne de la Riviera nous accueille à plus de 1800 mètres d'altitude. Nous sommes à 30 km de l'équateur, mais le soir, nous grelotterons de froid. Puis, c'est l'étape à jamais inscrite en nos mémoires. Butembo, cap de la Ruandie, par l'escarpement, comme disent les Belges. De véritables montagnes russes. Virage à angle droit. D'un côté le vide, de l'autre le roc. Enfin, la plaine et le parc Albert. Nous convenons d'aller visiter un coin de cette réserve de grande chasse. Vaste zone naturelle où les fauves se nourrissent eux-mêmes, jonglent dépourvus de cages et de barreaux. Le conservateur du parc Albert, afin de nous donner l'exemple, marche en tête, sans armes, à la rencontre d'un hippopotame. Et voici saisie par un objectif ordinaire, sans lunettes d'approche, une famille d'hippopotames s'ébrouant dans la rivière. Ces éléphants ne sont pas dressés. Il vaut mieux ne pas insister. Agissons de même envers ce troupeau de buffles que les chasseurs professionnels craignent encore plus que le lion. Les magnans, fourmis carnivores, abondent aussi. Notez bien que ceci n'est pas de la mise en scène. Courte pause à la buvette du camp de la Ruandie, fort appréciée par toute l'équipe,
qui commence à se ressentir d'un mois d'effort. Courte halte aussi à Kizeni, que les Belges considèrent comme la Riviera du Congo. On évoque ici le charme et la longueur des lacs italiens. Dur escarpement pour atteindre Costermanville, où nul concurrent ne peut respecter le 50 de moyenne réglementaire. Outre les difficultés naturelles de la piste, le camion en connaît d'autres, à cause des ponts trop étroits. Tant pis, il faut passer et vos trains munis d'une masse fait le nécessaire. La montagne continue à dicter ses volontés. Nous les subissons avec hargne. Costermanville est une ville champignon fort sympathique, et pourtant nous emportons d'elle un mauvais souvenir parce que pénalisée à nouveau, comme tous les concurrents d'ailleurs. Dans le Rwanda, après l'étape, nous rendons visite aux danseurs les plus réputés d'Afrique, les Watizi, une importante tribu composée de géants de plus de 2 mètres. La saison des pluies au Congo belge se manifeste par d'intenses giboulées coupées de courts entr'actes. Et notre opérateur ne peut tourner pendant ces étapes très difficiles. Voici d'ailleurs un échantillon de ce que nous avons vécu durant 15 jours derrière le pare-brise, ruisselant d'une boue rouge gluante dite poto-poto. Cette bataille sévère contre la minute devient à l'écran une charmante promenade insouciante et même ensoleillée, bien différente de la réalité. Un gué de plus. Le 100e au moins depuis notre entrée au Congo belge. Encore un bac. Nous ne les aimons pas et pour 2 raisons. D'abord parce que les commissaires ne pointent pas toujours l'heure exacte de notre arrivée sur la rive. La seconde parce que les traversées sont toujours pénibles à cause d'un certain moustique appelé pipi dont les piqûres vous cuisent durant 15 jours. Toutefois, entre les moustiques et ce crocodile, notre choix est fait. À Capona, nous sommes à plus de 2500 mètres d'altitude. L'air y est naturellement frais. On se croirait plutôt dans les Alpes qu'en Afrique. Et c'est la descente sur Elisabethville. Près de la poste, la colonie blanche se groupe autour de nous et c'est le 31e départ.
10 000 kilomètres ont été avalés. Plus que 6 000 à effectuer sur des routes anglaises. Prenez votre gauche. Pour atteindre cette frontière de la Rhodésie, les pilotes ont dû conduire pendant 24 heures consécutives. Victoria Falls. Plusieurs concurrents exténués de fatigue et de sommeil ont été d'ailleurs accidentés. Pour l'équipe Renault, rien d'autre à déclarer que 6 véhicules au départ d'Alger, 6 véhicules à Victoria Falls, et tous en parfait état, qui défilent lentement devant les imposantes chutes du Zambèze, championne du monde de hauteur dont les 110 mètres dépassent de beaucoup celles du Niagara. Des nuages de vapeur opaques et denses s'élèvent sans cesse des gouffres sonores devant lesquels on ne peut s'empêcher de frissonner. Pour la première fois, tous les concurrents du rallye sont rassemblés et, tout en entretenant le matériel dans le parc fermé, on fait connaissance. Nous approchons du but. Plus que 4000 km environ pour atteindre le cap. Quittant les chutes de Victoria, nous traversons une réserve de chasse où le bruit des moteurs fait fuir les troupeaux de zèbres. Et où il est recommandé de ne pas trop jouer avec les fauves. Surprise, puis intéressé, Dame Autruche s'inquiète. Et mon Dieu rassuré, s'avance d'un pas précieux de grande vedette. C'est une antilope cheval, d'apparence plus bonhomme. Mais décidément, il faut vivre avec les bêtes pour les connaître. L'antilope au doux regard a soudainement chargé notre opérateur. Allez donc vous fier à une bonne mine. Rabattons-nous sur ces braves singes, plus civilisés, sans dire plus humains. Si vous estimez que cette portion de l'itinéraire n'est pas très amusante pour les conducteurs, soyez persuadés que ce n'est qu'une goutte de boue, comparativement au poteau-poteau des lacets glissants du Congo belge. Ici au moins, il fait beau. Et cette rencontre avec la girafe ne manque pas de grandeur. Hésitation. La 4 chevaux passera-t-elle dessous? Curieux, notre ami l'esprit veut voir cela de près. Et du haut du toit d'ailleurs, on peut traiter d'égal à égal. Tout de même, l'esprit ne semble pas très rassuré. « 24 heures consécutives de conduite, une fois de plus. » Et nous nous présentons au contrôle de Pretoria, où une foule nous accueille joyeusement. Nous croyons vivre l'ambiance du rallye de Monte-Carlo. Les frontières s'ouvrent devant nous. Tout le monde nous offre des sandwichs, des friandises, nous propose de nous reposer, comme si nous n'étions plus esclaves de la moyenne.
Des curieux enthousiastes se pressent autour du garage Geyser qui tient lieu de parc fermé. Sur la route de Johannesburg, nous saluons le monument commémoratif de la guerre des bourgs. À l'étape, le maire de Johannesburg a tenu à nous féliciter et à nous donner le départ. Malgré ses fêtes et ses marques de vive sympathie, le rallye n'est pas terminé et de jour et de nuit, il nous faut traverser encore d'immenses étendues désertiques. Brisés de fatigue, des concurrents s'endorment au volant. La route n'en finit pas. Les virages en montagne non plus. Et malgré tout, l'équipe Renault ne connaît aucun incident. Encore quelques efforts et cette randonnée de 2 mois sera terminée. Dans les faubourgs de Port-Elizabeth, où nous recevons un accueil aussi chaleureux qu'à Pretoria, la police concentre les arrivants. C'est toujours bien groupé que nous traverserons les rues de ce port coloré que baigne l'océan Indien. À l'aube, nous prenons le départ pour la dernière étape. Dans 24 heures, nous serons au Cap. Une joie intense règne à bord. La mécanique tourne toujours rond, les compteurs montent rapidement à 100. Monotone est la route et grande notre impatience. Encore un désert désolé et fastidieux. Tant mieux après tout, car il nous est ainsi permis d'apprécier jusqu'à la fin la rudesse de ce rallye qui ne ressemble en rien à une promenade touristique. Soudain, comme dans un rêve, le Cap, sa populaire montagne de la Table, son port et sa baie. Et c'est l'arrivée. Accompagné du colonel Nabal, organisateur de ce rallye, M. Gazel, ambassadeur de France, félicite chaudement l'équipe Renault pour la magnifique démonstration qu'elle a effectuée durant ce périple africain de 16 000 km. Le but est atteint. Dans le parc où sont rassemblées toutes les voitures concurrentes, ceux qui se considéraient hier comme des adversaires durant l'épreuve sont devenus des amis. Et c'est le défilé à Muizenberg, le Deauville de l'Afrique, devant une foule joyeuse d'estivants qui applaudissent nos couleurs. Techniciens et ouvriers de Billancourt peuvent être satisfaits. Le matériel a fait ses preuves au cours de ce tournoi dans lequel le sport a occupé une large place, mais qui demeure avant tout le plus rigoureux des bancs d'essai, riche en enseignements de toutes sortes. À la fin du banquet, c'est la remise des coupes. Sur les visages détendus, plus aucune trace de fatigue. C'est Lomet, pilote de la Savane, qui reçoit le trophée de la montagne équatoriale, décerné par le journal L'Automobile à l'équipe ayant totalisé le plus grand nombre de points de bonification dans la traversée du Congo belge et attribué à Renault. C'est enfin le retour à Paris où l'équipe est reçue au magasin Renault des Champs-Élysées. Chacun lève son verre à la mission accomplie et à la santé de tous ceux qui, dans l'ombre, ont œuvré pour cette réussite, le triomphe de la qualité des matériels de série de la grande marque française.